Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté DL dans le cadre du JT de 13 heures, tous les jours, du lundi au vendredi, afin de vous relater l'actualité du jour. Et donc nous allons attendre que vous puissiez vous loguer pour commencer l'actualité en tant que telle. Sachez que, bien évidemment, Facebook limite la portée de nos publications et donc je vous invite à partager la vidéo, que ce soit par mail, que ce soit par le biais d'Instagram ou autre, pour justement déployer ces informations en tant que telles. Alors sachez par ailleurs aussi, c'est que nous avons, en raison de la censure de Facebook par rapport à nos informations, nous avons créé effectivement d'autres canaux de communication. Nous sommes effectivement présents sur Odyssey, sur Rumble, sur CrownBunker et donc bien d'autres plateformes. Donc je vous invite bien évidemment à vous abonner aux différentes réseaux qui sont disponibles et visibles sur notre site internet www.droit-liberté.be. Alors nous allons commencer les actualités. Alors avant de ce faire, je tiens quand même à vous relater bien évidemment l'état d'esprit des Français lors des obsèques du professeur Luc Montagnier hier. Vous savez que hier, à 15 heures, a eu lieu les obsèques du professeur Luc Montagnier. Droit et Liberté était sur place, à Paris, justement, pour pouvoir relayer les informations en tant que telles. Et ce que je peux vous dire était présent, bien évidemment, le professeur Perron, Henrion Caude et également d'autres scientifiques étaient présents également, les enfants du professeur Luc Montagnier. Ils ont pris la parole. Et alors, ce qui était assez effectivement surprenant, c'est que les médias mainstream n'étaient pas présents lors de cet événement important. Et comme l'a indiqué le professeur Perron, il trouvait ça regrettable qu'on n'ait pas fait une cérémonie nationale en France par rapport à ce grand homme qui est un excellent, donc un scientifique de renom à l'échelle mondiale et que rien n'a été organisé par les autorités de la France en tant que telle. Donc c'est quand même regrettable qu'on n'ait pas honoré sa mémoire et en tout cas son expertise scientifique par les autorités françaises en tant que telles. Donc je tenais à le souligner. Donc la vidéo est disponible sur notre page Facebook de Droit et Liberté en tant que telle. Alors première actualité importante, c'est la loi interprétative sur les catastrophes naturelles. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les assureurs ont déposé, donc ce mardi, un recours en suspension et annulation devant la Cour constitutionnelle contre une loi interprétative qui a été prise par le Parlement fédéral dans le cadre des catastrophes naturelles. En effet, il faut savoir que cette loi interprétative vient considérer que dans les catastrophes naturelles doivent être inclus également les dégâts de sécheresse. Et bien évidemment, Assuralia n'était pas d'accord à inclure ce genre de choses car il y a un risque, bien évidemment, de devoir intervenir sur plusieurs millions d'euros, que les assurances doivent débourser énormément d'argent, des millions d'euros, notamment à l'égard des propriétaires qui se trouvent en Wallonie, et bien évidemment, ils ont exercé un recours en annulation et suspension devant la Cour constitutionnelle. Alors, pour être plus précis, il faut savoir que les étés sont très secs depuis ces dernières années, et cela a provoqué effectivement des dégâts dans plusieurs maisons, notamment dans la région de Courtrai, d'Ypres et dans les Ardennes flamandes. Alors, il faut savoir que les habitants avaient effectivement construit en son temps des habitations sur des sols argileux et ce sont ces zones-là qui sont particulièrement touchées par ce type de sol et donc cette augmentation de température et donc cette sécheresse a un impact parce qu'effectivement les murs se fissurent et menacent également de s'écrouler. Et donc il faut savoir que suite à cela, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une loi de 2005 sur les catastrophes naturelles qui prévoyait effectivement que l'assurance incendie devait protéger contre les glissements de terrain et les affaissements également aussi. Mais selon les assurances, effectivement, les dommages qui sont causés par la sécheresse ne sont pas inclus dans cette catégorie et donc l'assurance refuse d'indemniser les propriétaires
des dégâts qui sont liés effectivement à ces fissures. Et donc, il faut savoir que le Parlement fédéral a été saisi de cette question. Elle a émis une loi interprétative qui considère que dans le cadre des problèmes de catastrophes naturelles est inclus également aussi effectivement les affaissements liés à la sécheresse. Et donc, un recours a été exercé par les assurances devant la Cour constitutionnelle ce mardi en suspension et en annulation pour justement considérer effectivement qu'ils ne doivent pas intervenir. Donc, vous voyez, donc, ça a pour conséquence concrètement que si donc Assuralia et donc les assurances n'obtiennent pas gain de cause, ben, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que les assurances vont augmenter, les assurances en assurance incendie va augmenter, en tout cas au niveau de la région de la Wallonie et dans certaines zones comme Courtrai, Ypres et d'autres zones, ce qui est quand même assez regrettable en tant que tel. Alors que proposent les assurances? Ils proposent qu'on cartographie correctement effectivement les zones qui sont touchées par la sécheresse et en accord avec les autorités de la Wallonie, eh ben, qu'on puisse effectivement qu'ils puissent discuter au mieux pour répondre aux préjudices subis par les propriétaires de biens immobiliers qui sont touchés par la sécheresse en tant que telle. Première actualité. Alors la deuxième actualité importante, c'est tout simplement que la Wallonie, vous savez que la Wallonie comporte effectivement, se trouve dans le rouge en réalité par rapport aux deniers publics et a décidé effectivement de poursuivre la fusion des communes. Alors il faut savoir en réalité que donc la fusion des communes ne date pas d'hier. En réalité, le 1er janvier 1977, il faut savoir que la Belgique comptait à l'époque 2359 communes et par cette loi qui a été en fait mis en place en 77, il y a une fusion en fait au 1er janvier 1977, une fusion qui a abouti à l'existence de 596 communes. Donc on est passé de 2359 communes à 596 communes. Il faut savoir par ailleurs, c'est qu'en 2018, la Flandre a poursuivi effectivement la fusion des communes. On est passé de 308 à 300 communes. Donc, on a réduit, disons, donc un certain nombre de communes. Et la Wallonie veut faire de même, pour fusionner certaines communes en Wallonie. Alors, bien évidemment, c'est une question de finances. Et certaines communes sont réticentes à agir dans ce sens-là. D'autres doivent prendre le pas pour éviter effectivement un trou relativement élevé au niveau financier. Alors, ça, c'est un point important au niveau de l'actualité. Bien évidemment, Bruxelles, donc les 19 communes de Bruxelles, bien évidemment, eux, ne veulent surtout pas entendre parler de fusion, vu que, bien évidemment, visiblement, les politiciens belges sont fortement attachés à leur mandat politique. Et donc ça, ce n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas pour Bruxelles. Alors, autre sujet d'actualité, c'est concernant bien évidemment le blocage des comptes, donc le gel des comptes lié bien évidemment au convoi de la liberté. Il faut savoir effectivement que le gouvernement canadien a bel et bien gelé les comptes bancaires liés au blocage du convoi dit de la liberté. En effet, il faut savoir que il y a eu un décrètement de l'état d'urgence, par le gouvernement Trudeau, ce qui a eu pour conséquence d'appliquer effectivement la loi sur les mesures d'urgence en tant que telle. Alors il faut savoir que cette situation est très explicite, en tout cas dans la loi. Effectivement, quelles sont les conditions d'application de cette loi-là pour pouvoir bloquer effectivement les comptes bancaires. Donc, selon le texte qui a été publié le 15 février, il revient, il faut savoir, aux banques et aux fournisseurs de services financiers, comme les compagnies d'assurance et autres, de vérifier
si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à des personnes désignées par effectivement les autorités. Ces personnes désignées, c'est qui? C'est essentiellement les personnes qui participent de près ou de loin à, par exemple, une manifestation. Et donc, dans ce cadre-là des choses, si vous voulez, ces banques doivent finalement balancer ces personnes désignées par les autorités auprès des autorités, donc c'est-à-dire toutes les personnes physiques ou entités qui participent même indirectement à une activité interdite. Donc, en substance, comme le convoi de la liberté déployé au Canada, effectivement, n'était pas une manifestation autorisée, eh bien, concrètement, les banques, en application de cette loi-là, sont tenues effectivement de communiquer l'état des comptes et l'état des personnes qui ont des comptes dans les banques pour pouvoir ensuite, sur demande des autorités, de bloquer effectivement ces comptes. Alors, cette situation effectivement était bien présente vu que le 7 février, le maire de la ville d'Ottawa avait déclaré l'état d'urgence et donc suite à cela, le gouvernement du Canada avait 7 jours pour déposer une motion au Parlement afin de demander la ratification de cette déclaration de situation d'urgence. Et donc, effectivement, il faut savoir que le 21 février, la Chambre des communes a voté la motion ratifiant la loi des mesures d'urgence avec un maintien de cette situation de crise pendant 30 jours à dater donc du 7 février. Donc il faut savoir que cette situation d'urgence est maintenue jusqu'au 7 mars en réalité. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette actualité ? En tout cas, ce qui est entre les lignes, ce qui est subtil, c'est ça qui est important, c'est retenir non pas seulement l'information, mais surtout de retenir ce qui risque de se passer en Europe. Il faut savoir que ici présent, vous avez des citoyens qui veulent manifester, et maintenant, le moyen de pression que les autorités canadiennes utilisent justement pour arrêter les manifestations qui seraient interdites ou irrégulières, c'est de fermer le robinet. Donc on ferme le robinet, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, voilà, si vous participez de près ou de loin à une manifestation, eh bien, nous allons geler les comptes, vos comptes bancaires pendant X temps, pendant 30 jours. Le fait est que bloquer 30 jours les comptes bancaires, ben ça a pour conséquence que vous ne pouvez pas plus vivre, vous ne savez pas payer vos factures de gaz, d'électricité, pas payer à manger et autres. Et donc, cette situation, en fait, comporte des risques importants pour l'être humain, pour les citoyens qui veulent en même temps s'opposer, en fait, manifester leur mécontentement par rapport aux décisions politiques prises et en même temps le risque pour leur famille de ne plus pouvoir avoir accès aux comptes pour pouvoir se nourrir. Donc vous voyez très bien qu'on rentre ici dans une répression beaucoup plus importante. Est-ce qu'il est tolérable, pour des personnes qui n'obtiennent pas une autorisation administrative de manifester, de devoir couper les vivres et mettre à mal indirectement aux droits et libertés des citoyens pris individuellement, eh bien, je pense clairement que non. Je trouve qu'il y a un déséquilibre entre les décisions des autorités par rapport à l'objectif qui est poursuivi. Pourquoi doit-on bloquer les comptes de personnes qui participent de près ou de loin à une manifestation irrégulière? Je veux dire, je ne vois pas le lien, si ce n'est que de dissuader les gens de manifester, d'une certaine manière, et donc de se taire en réalité. La seule explication, c'est de pousser les gens à décourager les personnes à manifester, en gros. C'est en substance, c'est vraiment cela. Et si, effectivement, ce blocage des comptes bancaires a été mis en place, en tout cas au Canada, il y a un risque possible, hein, donc ce n'est pas exclu, et c'est ça qu'il faut retenir, il y a un risque
que cette situation puisse se passer aussi dans les pays européens et dont notamment en Belgique. Voilà, donc si par exemple vous participez à une manifestation et si cette manifestation n'est pas autorisée, il se pourrait qu'on change la loi et ferait en sorte à ce que vos comptes soient bloqués parce que vous participez à une manifestation directement ou indirectement. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est proportionné par rapport à l'impact négatif que ça pourrait avoir par rapport aux droits et libertés des citoyens? Véritablement, nous pensons que non, tout simplement. Donc faites attention, effectivement, que la répression s'installe en tout cas fortement au Canada face aux personnes qui veulent manifester contre les restrictions aux droits et libertés constitutionnelles. Et donc, nous devons être vigilants par rapport à ce qui peut se passer en Belgique. Retenez effectivement ce qu'avait dit le PS, Parti socialiste, qui voulait effectivement réglementer davantage le droit de manifester en Belgique, notamment par rapport à la question de la violence policière. Donc, cette réglementation va s'inscrire de quelle manière? Comment? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont emprunter les idées des gouvernements canadiens pour essayer de restreindre plus et davantage la possibilité pour les citoyens de dire non? Et c'est ça le risque. C'est pour ça qu'il faut regarder ce qui se passe à l'étranger et le risque de voir des règles qui tombent du ciel et qui viendraient restreindre encore et davantage les droits et libertés des citoyens. Alors, autre actualité concernant la sortie du nucléaire. Il faut savoir qu'il y avait eu des discussions. Vous savez que les écolos, les verts, ceux qui sont verts partout, même quand vous avez des murs en verre, ils sont verts. Donc, et ces gens-là, ces politiciens, les politiciens verts, Groen, visiblement veut effectivement qu'on sorte du nucléaire, mais visiblement la NVA considère qu'il faudrait non pas 2, mais 3 ou 4 centrales de gaz nécessaires justement pour la continuité du service du gaz, compte tenu bien évidemment de l'actualité internationale. Vous savez qu'il y a une crise politique et une crise militaire, en tout cas une crise entre la Russie et l'Ukraine, on va y venir. Et bien évidemment, cela a un impact au niveau donc, de la distribution du gaz, vu que la Russie livre, disons, à bon nombre de pays européens le gaz, notamment. Et donc, il faut savoir qu'il y a des mesures qui vont être prises par l'Union européenne vis-à-vis de la Russie, justement pour les pousser à leur dernier retranchement et donc les dissuader de devoir négocier avec des pays, donc des zones, disons, indépendantistes. Mais donc, on va y venir. Mais donc, sachez simplement que la NVA désire à ce qu'il y ait 3 ou 4 centrales de gaz supplémentaires, justement pour assurer, disons, le gaz jusqu'en 2025, en tout cas par rapport aux citoyens belges. Par contre, Groen s'oppose à cela. Groen considère que deux centrales de gaz sont suffisants pour l'instant et rien ne permet de justifier de mettre une 3e ou une 4e centrale de gaz. Le problème, c'est que c'est le fait que Groen, le parti politique Groen ou les Verts, les écolos, ne prévoit pas ce genre de choses, ça a pour conséquence que si on se retrouve dans un cas catastrophe, vous allez vous retrouver avec une facture de gaz, mais de manière extraordinaire. Donc vous allez payer 4 ou 5 fois plus cher qu'actuellement. Et donc je ne sais pas comment les citoyens belges vont pouvoir payer leur facture de gaz. Déjà qu'il y a près de 1 million, donc 922 000 personnes qui n'arrivent pas à payer leur facture de gaz et d'électricité. Ils ont demandé un plan d'appurement. Mais si ces factures sont multipliées par 2, par 3 ou par 4, je ne sais pas comment les autres vont payer encore leurs factures de gaz et d'électricité. Donc je trouve que les partis écologistes sont vraiment... ils ne sont pas prévoyants et ça aura des conséquences, soit de coupure de gaz pour tous les citoyens belges, ou soit tout simplement
on sera amené, à cause des écologistes, on sera amené à devoir payer le gaz 2 ou 3 fois plus cher pour être alimenté. Et bien voilà, ça c'est les écolos. Les écolos qui, vraiment, ils adorent le vert, la couleur verte, les écologistes. Et ils font payer la couleur verte de manière salée aux citoyens belges. Voilà, ça c'est pour avoir voté pour le parti écologiste. Bravo les écologistes, nous allons avoir des trous dans les poches. Voilà, alors, autre actualité. Alors là, bien évidemment, je vais venir avec du détail concernant les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Ces tensions entre la Russie et l'Ukraine auront un impact considérable sur l'économie en Europe et plus particulièrement en Belgique. Et donc c'est important de comprendre le problème, mais je vais expliquer ça très simplement, pour que vous puissiez vous rendre compte qu'on est peut-être face à une véritable manipulation et avec un plombage de l'économie à l'échelle européenne, voire même mondiale, et on va se retrouver à devoir débourser énormément d'argent, et donc ça sera le citoyen qui va payer, va rien comprendre, va payer, pourquoi? Pour des décisions politiques qui sont prises. Alors, donc j'aimerais bien quand même expliquer fondamentalement le problème. Alors, concrètement, quel est le problème entre la Russie et l'Ukraine? Il faut savoir, en substance, que donc, au niveau de l'Ukraine, vous avez donc deux zones indépendantistes, à savoir Donetsk et Lugansk, qui sont des zones territoriales qui se proclament indépendants et veulent être, si vous voulez, rattachés économiquement, militairement, avec, bien évidemment, la Russie. Alors, il faut savoir que ces zones territoriales ont une position stratégique par rapport à la Russie, vu qu'ils se trouvent vraiment à la frontière avec la Russie. Et donc, la Russie a peur que ces zones-là s'intègrent toujours avec l'Ukraine, et bien évidemment, l'Ukraine collabore avec l'Europe et l'OTAN, et donc constitue en fait une zone dangereuse pour la Russie. Si vous voulez, si l'armée européenne se retrouve dans ces zones indépendantistes, eh ben, ça risque de mettre en péril, bien évidemment, les positions stratégiques militaires des Russes par rapport au reste des pays du monde. C'est ça le vrai problème. Le problème, il est là. Et donc, le fait est qu'effectivement, ces zones territoriales veulent proclamer leur indépendance et travailler au niveau économique et militaire avec la Russie. Et le problème, c'est que l'Ukraine dit non. Il dit, voilà, ces zones-là appartiennent à l'Ukraine, donc en tant que telle, mais l'Ukraine dit non. Mais si vous voulez, l'Europe et les autres, et les États d'Amérique, eux, de leur côté, veulent aller dans le sens de l'Ukraine, justement, avec le risque de créer, effectivement, une guerre mondiale, avec un impact économique énorme. Alors, quelle est cette situation? Alors, il faut savoir tout d'abord que le problème juridique se situe au niveau donc des frontières. Il faut savoir qu'il y a un principe de droit international qui préserve les frontières des États. Et ce principe de droit international, qui est bien évidemment reconnu par le droit international, c'est le principe suivant, c'est le outil Possidetis Iuris. C'est quoi l'outil Possidetis Iuris? C'est un principe qui a été défini comme étant le fait selon lequel les frontières qui sont établies sous l'empire, disons, d'un système qui a disparu, doit être préservé, donc respecté et maintenu par rapport aux nouveaux États. Et donc, ça a pour conséquence que les frontières de l'Ukraine doivent être préservées au regard de ce principe de droit international. Le fait est que c'est un argument qui est avancé par l'Europe, qui est avancé par les États-Unis, pour dire que
la Russie ne peut pas négocier avec ces zones indépendantistes d'Ukraine. C'est ça le problème. Et la Russie, elle, de son côté, veut négocier par des accords avec ces deux zones indépendantistes pour des raisons purement militaires et stratégiques. Et c'est la raison pour laquelle, en 2014, il y a eu un accord qui avait été conclu en 2014, qui est l'accord Minsk, qui prévoit effectivement donc une situation de paix dans des conditions tout à fait spécifiques. Et en 2015, il y a eu une renégociation qui a été faite pour justement arrêter effectivement cette situation de guerre. Alors moi, ce que je trouve assez bizarre, et ça c'est assez bizarre, c'est qu'alors qu'on parle de la sortie du nucléaire en mars 2022, alors que l'Omicron ne fait plus de ravages, qu'il y a un problème de vaccination, que concrètement, les gens ne veulent plus se faire vacciner progressivement. Sachez qu'il y a des millions de vaccins qui vont être jetés dans la poubelle parce que les gens ne veulent plus se faire vacciner, en tout cas de plus en plus. Eh bien, comme par hasard, il y a des tensions qui éclatent pour justifier peut-être une guerre. Mais quelle est la conséquence qu'a prévu les Européens, donc l'Union européenne, en partenariat avec les États-Unis, justement pour faire pression? Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que il a été décidé, l'Union européenne s'accorde avec un paquet de sanctions contre Moscou. Et quelles sont ces sanctions? Ce sont des sanctions qui sont d'ordre financier. En effet, on veut couper l'accès au marché des capitaux et des services financiers de l'Union européenne, notamment dans le cadre du financement de la dette russe. Donc on veut couper les vivres, en tout cas le système financier à l'échelle internationale. On veut couper effectivement le commerce des deux régions séparatistes avec l'Union européenne. Et par ailleurs aussi, Berlin met fin effectivement à la mise en route du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne pour faire pression. Alors je tiens quand même à expliquer plus en détail ces pressions de sanctions financières où on vous le présente dans les médias mainstream comme étant une force de l'Union européenne par rapport à la Russie, mais ça va avoir des conséquences dramatiques au niveau économique que vous ne pouvez même pas vous imaginer et qui va entraîner une augmentation du prix des prix donc des produits et des services que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je pense que même un fauteuil, vous allez casser votre fauteuil en tant que tel. En effet, il faut savoir que il y a une société américaine de droit belge qui est implantée, disons, à Bruxelles, plus particulièrement en face du château de la Hulpe. Il s'agit de la société SWIFT. Et cette société SWIFT, si vous voulez, assure un système d'échange financier au niveau international et font partie, disons, de ce système SWIFT qui assure les opérations de paiement et de flux financiers à l'échelle internationale. Il y a en fait 11 000 grandes entreprises dans plus de 200 pays dans le monde qui utilisent ce système SWIFT qui est une société américaine à la base. Ça, il faut savoir ça. Et donc, si vous voulez, les gros flux financiers passent par ce système de SWIFT. Et donc, il y a cette société américaine située de droit belge qui est située en Belgique et donc à Bruxelles. Et il faut savoir que 300 banques russes et institutions russes utilisent ce système SWIFT pour procéder à des opérations financières avec des entreprises européennes et dans le monde. Le problème est le suivant, c'est que les États européens, en partenariat avec les États-Unis, ils veulent débrancher la Russie de ce système. Donc, c'est-à-dire faire en sorte à ce que les banques russes ne peuvent plus procéder à des flux financiers avec les entreprises européennes et dans le monde. Et donc, ça a effectivement une conséquence financière
pour les entreprises russes, mais également des conséquences financières, et ça on ne dit pas, à l'égard des entreprises européennes, et dont notamment la Belgique. Si, bien évidemment, on tire la prise, certes, ça sera une pression au niveau économique par rapport à la Russie, mais concernant les entreprises européennes et les entreprises belges et françaises, ils vont se retrouver au rouge. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que concrètement, les entreprises belges comme les entreprises françaises et allemandes vont devoir négocier avec d'autres entreprises justement pour survivre, mais ça signifie tout simplement que les prix vont flamber. Prenez le cas par exemple du métal et de l'aluminium. Il faut savoir que la Russie est un grand fournisseur d'aluminium pour l'Allemagne. Eh ben, les prix des voitures allemandes vont augmenter. Et il n'y a pas que les voitures, le prix des voitures, mais il y aura d'autres produits comme le gaz, l'électricité, et également, bien évidemment, d'autres secteurs d'activité qui vont être touchés, vu que, bien évidemment, ça touche tous les services confondus indirectement, si vous voulez. Le retrait de cette prise, de la part des États de l'Union européenne par rapport à la Russie, aura un impact dans d'autres secteurs d'activité. Et donc, les prix vont flamber. Donc, attendez-vous, et ça, c'est clair et c'est quasi une certitude, vous allez vous retrouver avec une augmentation des prix. Vraiment, dans les prochaines semaines, vous allez avoir une augmentation dans tous secteurs confondus, pas seulement l'électricité et le gaz, mais vous allez vous retrouver avec une augmentation des prix dans tous les secteurs. Donc, et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, suite à cette pression, bien évidemment, il faut savoir que la Russie a mis en place un autre système de flux financier que l'on appelle le SPFS, et leur objectif, c'est de faire en sorte que pour 2023, eh ben, 30% des transactions financières qui vont vers la Russie devront effectivement transiter par ce système SPFS, qui est un système concurrent au SWIFT, justement pour que la Russie trouve leur indépendance par rapport aux autres marchés au niveau mondial. Donc vous voyez que derrière un simple problème de frontières par rapport à la Russie, par rapport à l'Ukraine, par rapport à deux petits territoires d'Ukraine, on prétexte, moi j'ai le sentiment, hein, c'est un sentiment personnel, mais on prétexte alors, il faut savoir, on prétexte bien évidemment de ces accords. Il faut savoir que la Russie et ces deux zones indépendantistes ont conclu récemment un accord justement un accord visant à faire en sorte à ce que ces deux zones indépendantistes puissent avoir une autonomie militaire financière avec une coopération financière militaire avec la Russie. Et le problème, c'est que ça dérange visiblement les politiciens européens, ça les dérange. Et le fait, c'est que si les Européens continuent à mettre trop de pression économique, il y aura vraiment, il y a un risque d'éclatement d'une guerre. Pour l'instant, il y a une guerre économique qui est mise en avant, avec un risque de guerre armée, avec des forces armées par la suite. Et donc, cette guerre économique est un moyen de pression, mais qui va subir les décisions politiques à l'échelle européenne? Qui va subir économiquement cela? Mais ce sont les citoyens européens. Ça sera les Français, ça sera les Belges, ça sera les Allemands. Donc les citoyens eux-mêmes. Donc, et comme par hasard, ça intervient à un moment précis, mars 2022. C'est-à-dire la sortie du nucléaire, comme par hasard, et en même temps, à un moment donné où le virus Omicron ne fait pas des ravages. Plus de ravages, et on assouplit les mesures. Mais ces décisions politiques à l'échelle européenne
vont tuer l'économie. Déjà que l'économie est déjà tuée en Wallonie par des décisions politiques foireuses, mais ici, vous vous rendez compte qu'en tirant cette prise au niveau de la Russie, pour la Russie par rapport au système du flux financier SWIFT, ben, la situation va être catastrophique dans les prochaines semaines. Les gens ne pourront plus suivre. Donc on va mettre à terre encore et davantage l'économie belge, l'économie française. Et vraiment, je pense sincèrement que on va se retrouver dans une vraie famine, en gros. Ça, c'est grâce à des décisions politiques. Alors moi, je ne comprends pas. En fait, je pense sincèrement qu'on fait l'objet. Il est probable, hein, donc, et ça c'est mon avis personnel, on est face à une manipulation. On vient avec le droit international, international et notamment le droit des frontières, de respecter les frontières, et on va mettre à mal les pays européens, mais dans une situation dramatique, de dette, mais quelque chose d'impensable, pire que le Covid-19. Hein. Ici, c'est pire que le Covid-19. Hein. Ici, on a touché les petites entreprises européennes avec le Covid-19, mais là, c'est les grosses entreprises. Et là, ils vont faire payer les citoyens européens. Hein. Les prix vont augmenter. Hein. Et bien voilà. Donc ça, c'est le jeu probablement de la manipulation. Soyez vigilants, attentifs. Et donc, c'est pour ça que Droit et Liberté veut informer les citoyens de ce jeu probable de manipulation face effectivement aux décisions politiques prises. Donc voilà, donc, tout simplement ça. Donc moi je vous dis donc à demain, donc 13 h pour les informations, pour l'actualité, donc de 13 h. Alors si vous voulez également soutenir Droit et Liberté par rapport au JT de 13 h, eh ben, n'hésitez pas à faire un don. Sachez que nous avons besoin effectivement de soutien. Nous sommes financés par personne d'autre que les citoyens eux-mêmes. Nous voulons effectivement donc améliorer effectivement notre donc les sources. Nous voulons avoir plus de sources au niveau international. Nous voulons également mettre en place effectivement un système professionnel donc de transmission d'informations, car nous sommes censurés par Facebook et autres. Nous voulons faire appel à des professionnels du son, de caméramans et autres, justement pour vous livrer effectivement une information plus professionnelle, en tout cas par rapport au visuel et autres. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, à avoir aussi des locaux, parce que Droit et Liberté n'a pas de local qui est vraiment prévu pour Droit et Liberté. Donc, si vous voulez soutenir Droit et Liberté, eh ben, je vous invite. Et si vous êtes content et satisfait des JT que nous réalisons tous les jours pour vous, eh ben, n'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don sur le compte de l'association Droit et Liberté. Voilà, merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce JT de 13 h. Et donc, demain, à 13 h, pour de nouvelles actualités. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.